Bonjour tout le monde, nous sommes à nouveau réunis pour ce premier café philo donc, de l'année 2024-2025, toujours au LPETH. Et nous sommes déjà en octobre et on a eu l'idée de réaliser un premier café philo autour du thème du cancer du sein et aussi notamment de la maladie en général. Alors ma question, mon titre s'imposait un peu de lui-même, c'est comment peut-on accepter l'inacceptable ? Et j'ai en face de moi donc une classe de 5e info. Je vais commencer avec ma première question pour un petit peu lancer le débat. La médecine actuelle, qui est la médecine que nous connaissons, celle du 21e siècle, vous l'aurez constaté, elle permet toujours de repousser plus loin les limites et de prolonger la vie. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous apercevez que oui, à l'heure actuelle, la médecine peut faire beaucoup de choses, toujours plus de choses ? Oui, je suis assez d'accord. On a une avancée, on la voit, surtout dans certaines matières de la chirurgie par exemple, mais à certains moments on reste bloqué. Par exemple le cancer ou les maladies transmissibles, on ne peut pas forcément les guérir tous, mais on peut au moins ralentir le procédé. Ok, donc si j'ai bien compris, tu dis que si on ne peut pas encore guérir tout, il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui et le cancer pourrait peut-être devenir une maladie entre guillemets comme les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. D'accord, pas d'accord. Est-ce que vous vous sentez concerné par le cancer ou alors est-ce que vous dites, tiens, ça c'est une maladie de vieux, entre guillemets. Parce que ça aussi, dès qu'on parle maladie, on parle vieillesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, personnellement, je suis un peu concerné par l'histoire parce que ma grand-mère a eu un cancer et heureusement, elle a survécu. Cancer du sein d'ailleurs en plus. Et c'est vrai que par rapport aux avancées, on a bien avancé comparé aux époques antérieures, mais il y a toujours des progrès à faire. Il y a toujours des choses à améliorer et on ne peut pas tout guérir. Ok. Donc, le constat un petit peu qu'on a déjà fait, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à une situation, on va dire, idéale. Alors, vous me le dites, la société est en mutation, les maladies quand même, globalement, sont mieux traitées, et je ne sais pas si vous vous en apercevez autour de vous, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps. Alors, ma prochaine question, elle s'impose aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous vivons dans un pays riche et que finalement, la prise en compte des soins de santé est quelque chose qui est possible parce que nous vivons dans un pays riche ? Est-ce que c'est la richesse de notre pays qui fait que finalement, nous avons des soins de santé, on va dire, de meilleure qualité et qui fait finalement, grâce à ça, on repousse l'espérance de vie ? Déjà, je pense qu'en Belgique, on n'est pas forcément un pays riche, mais je veux dire par rapport à d'autres pays, médicalement, on a des assurances qui permettent à nous soigner, alors que par exemple, dans d'autres continents, ils n'ont pas la même chance que nous d'être soignés. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu dirais que finalement, chez nous, on a une sorte de privilège. Ouais. Ok. Et alors, finalement, dans les pays défavorisés, eux n'ont pas ce privilège. Pas forcément, ils n'ont pas les mêmes assurances que nous, ou alors même pas du tout d'assurance. Ok. Et pas accès aux soins, aux médicaments, qui coûtent cher. Pense à certains pays en Afrique où le médicament que nous, on paye quelques euros, pour eux, alors il n'est pas remboursé, et puis c'est une somme tout à fait... Ouais, c'est vrai. Ok. Donc finalement, la vieillesse, les soins de santé, c'est un problème des pays riches. Est-ce qu'on peut dire ça ? Le cancer, c'est une maladie de gens qu'on pourrait appeler les riches. Parce que les pauvres ne connaissent pas. Ils ne vivent pas longtemps, ou vivent moins longtemps. Je suis pas très d'accord avec ça parce que le cancer, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quand. Oui. Et il faut pas forcément avoir des gènes spécifiques pour avoir des cancers, même si ça peut les entraîner. Ok. Tu dirais en résumé que finalement, le cancer n'est pas qu'uniquement une maladie de personnes âgées. On peut être jeune et aussi être touché par le cancer. Ok, oui, c'est vrai. Finalement, même si on en parle moins dans les médias, c'est vrai que ça existe également. Et il suffit un peu de s'y intéresser pour voir qu'il y a toute une partie de la population jeune qui, malheureusement, est touchée par ce genre de maladie. Alors, l'allongement de l'espérance de vie risque-t-elle de mettre en difficulté aussi ce qu'on appelle les régimes de retraite ? Bon, ça a été les élections. Et quand on écoute un petit peu les programmes politiques, vous savez qu'un grand cheval de bataille, c'est les retraites qui ne pourraient ne plus être financées. Pourquoi, à votre avis ? Pensez à tout ce qu'on vient de dire. Qui paie les retraites de vos grands-parents ou des personnes qui sont plus âgées ? À votre idée, qui paie ces fameuses retraites ? C'est les États. C'est les États, c'est l'État qui paye, non ? Oui, et l'État, il trouve l'argent où ? L'État, il paye les retraites avec l'argent saisi
Enfin, en Belgique, quand l'argent est saisi avec la richesse du pays, Et qui contribue à créer la richesse dans le pays? le peuple, Ah, le peuple qui est... les Belges, quoi. Comment? La population belge, Oui, mais qui fait quoi? qui travaille, Ah, voilà, donc les qui personnes paye qui... des Voilà. impôts, des taxes. Voilà, qui sont actives et qui justement créent de la richesse. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez, une partie de votre rémunération est prélevée pour payer les pensions des gens qui sont à leur retraite. Alors, on revient à ce que je vous posais comme question. L'espérance de vie qui s'allonge, est-ce que ça risque pas de mettre en péril ce système pourtant bien fait des retraites? La vieillesse est-elle un fardeau pour la société? Ouais, pour faire simple et court. Oui. Non, je trouve pas que c'est un fardeau pour la société, mais ce qui est sûr, c'est que ça entraîne des dépenses en plus, parce que ça entraîne souvent des maladies, et du coup, ça veut dire des médicaments, des traitements spéciaux, et c'est des dépenses en plus. Ok, je pense que tu as bien résumé. Donc c'est État-providence qui intervient pour la couverture sociale, pour aider les personnes quelquefois démunies. En tout cas, voilà. Donc nous avons une protection et grâce à ça, bien, nous pouvons bénéficier des soins. Mais tout ça, évidemment, a un coût, hein, comme tu l'as dit. Alors, question que j'ai envie de vous poser, comment expliquer que de nombreux hôpitaux traitent en priorité les personnes malades jeunes et souvent écartent les personnes plus âgées? Par exemple, quelqu'un qui aurait plus de 70 ans, eh bien, en priorité, on prendrait un plus jeune en se disant, mais lui, voilà, il a 70 ans. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'inscrire aux soins intensifs, de lui faire une rééducation? Comment expliquer ça? Pourquoi a-t-on tendance à vouloir guérir plutôt les jeunes que, entre guillemets, les vieux? Et déjà, ça me choque un peu d'apprendre ça, si ça arrive vraiment, parce que pour moi, tout le monde mérite un peu le même traitement. Donc, je sais pas, ça me... Tu n'as pas de réponse encore. Non, j'ai pas de réponse. Voilà. Oui. Je trouve pas ça normal, moi aussi. Mais dans un sens, je peux me dire, par exemple, si c'est dans un pays reculé, ou un homme âgé de 70 ans qui a besoin d'une opération lourde, coûteuse, je peux comprendre qu'on dise non et qu'on soigne d'abord un jeune, que même si c'est coûteux, qui va quand même survivre et qui va vivre sa vie quand même, tandis que la personne âgée peut mourir sur la table. Enfin, c'est un exemple. Ok. Non, je dirais la même chose que lui. Car une personne âgée, elle peut être plus coûteuse qu'un jeune, que ce soit pour les frais d'hospitalisation, les factures, tout ça, pour les soins pris en compte par l'hôpital. Et tandis qu'un jeune, il a aussi toute sa vie devant lui. Ok. Donc tu voudrais dire que finalement, traiter, soigner une personne âgée, ça risque d'être plus long, donc d'être plus coûteux. Bien sûr, mais En résumé, c'est ça. Hein. après, je dis pas pour autant qu'il faut pas donner des soins à ces personnes-là, mais... Ok. Donc toi, tu ne serais pas dans une forme de discrimination. Tu dirais, voilà, chacun a le droit. Ouais, voilà, chacun fait ce qu'il veut. voilà. Après. Oui. Moi, je pense comme lui, parce qu'une vie, c'est une vie, j'ai envie de dire. Ok. Oui. C'est pas parce qu'une personne elle a 70 ans et une autre personne elle a 10 ans que ça devrait changer. Ok. Parce que dans tous les cas, ça reste une vie, quoi. Ok. Bien sûr. Ok, oui, je comprends. Une vie est une vie, voilà, on peut le penser comme ça aussi. Hein. Alors, je vous pose une autre question pour réagir à ce que vous me dites. À quel âge aujourd'hui considère-t-on en 2024 qu'on est vieux? C'est quoi être vieux aujourd'hui? Ça commence à quel âge? Moi, c'est mon propre avis, mais c'est une personne qui arrive à la retraite, que ça devient une personne âgée, Oui. une personne qui est plus capable de travailler à cause de sa vieillesse. Pour moi, ça devient une personne âgée. Ok. Donc quelqu'un qui ne fait plus partie d'un système économique, qui n'est plus capable de produire, de travailler et d'apporter peut-être sa contribution, on va dire. Tu dis quelqu'un qui se met un petit peu en recul d'un système économique et le travail finalement. Oui, c'est un parce petit peu que ça pour toi, oui. parfois j'entends des personnes dire qu'à 50, 60 ans, on est vieux, Oui. alors que ça peut être la moitié de notre vie, qu'on Voilà. peut encore vivre Oui, 50 ans voilà, de plus. voilà. Ok. Et pour moi, c'est pas être vieux à Ok. 50 ans. Ok. Donc il y a un phénomène de subjectivation, en fait, oui. Vous l'avez peut-être aperçu autour de vous. Ça évolue. Peut-être dans 20 ans, on sera vieux à 80, 90 ans. Ok. Alors, autre aspect de la vieillesse, la maladie, ne sont-elles pas aussi une source d'activité économique? Les médecins, les sociétés pharmaceutiques, donc qui produisent des médicaments, est-ce que finalement, ils n'y trouvent pas aussi leur compte au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées? C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pourrait leur apporter un peu d'argent, parce que si on rajoute, enfin c'est un peu horrible dit comme ça, mais si on rajoute tous les problèmes des personnes âgées, enfin les problèmes qu'elles pourraient avoir, c'est vrai que ça rajoute une sacrée note à la fin. Ok, donc tu veux dire que ça génère des revenus financiers? Oui. Vous savez que le traitement du cancer est un des marchés les plus florissants au niveau de la production pharmaceutique dans le monde. Oui, donc ça génère des milliards et des milliards de bénéfices. Hein, vous voyez? Donc ça, vous l'aurez compris, je pense qu'on vit dans un monde quand même mercantile où le profit est quand même quelque chose d'important.
Café Philo. Question suivante. Alors là, on va plutôt parler, vous allez voir, de ce qu'on appelle l'éthique. Donc l'éthique, c'est un peu comme parler de morale, mais l'éthique, c'est vraiment le mot consacré par la philosophie, donc pour nous interroger sur ce qui est bien et mal de faire. Alors, première question, faut-il associer le patient, donc le malade, aux décisions médicales? Est-ce que, quand vous allez chez votre médecin, quand il vous prescrit quelque chose, est-ce que vous dites, par contre, c'est mon médecin qui me l'a dit, allez, ok, je fais ce qu'il me dit, ou alors, est-ce que, par exemple, vous avez consulté votre GSM, est allé sur Internet, et quelquefois, est-ce que vous êtes tenté de dire à votre médecin, écoutez, docteur, je prendrais plutôt ce médicament-là parce que j'en ai entendu parler, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, etc., etc. Vous en pensez quoi? Associer le patient aux décisions médicales, ou alors le médecin, finalement, c'est celui qui a tout le pouvoir? Je pense que c'est toujours bien de se renseigner avant d'aller chez le médecin, ou bien même de donner notre avis. Ça se trouve sur Internet ou quoi, il peut avoir plus d'informations que le médecin n'a pas. Ok. Et on peut suggérer un médicament ou quoi à notre médecin. Ok. Moi, ça s'est déjà passé. Tu l'as déjà fait, oui. Et il m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison, ce serait peut-être un peu mieux pour toi. Ok. Donc tu es devenu en quelque sorte le collaborateur du médecin. En quelque sorte, j'ai donné mon avis, il a affirmé. Et voilà. Ah, ok. Ah, donné ton avis, même plus que ça, tu t'es renseigné avant. Ouais, je me suis renseigné. Ok, donc voilà, donc tu es venu quelque part, tu es venu avec à savoir que tu as partagé avec ton médecin. Est-ce que vous estimez que c'est normal, vous, que vous n'êtes pas médecin a priori? Comment vous Est-ce que vous estimez que c'est au patient, quelque part, faire un diagnostic? Eh bien moi je suis pas d'accord, parce que normalement c'est le médecin qui doit prescrire, parce qu'il a eu des années d'études, il est spécialisé dans ça. Et même en connaissant un produit, on peut pas connaître tout ce qui se passe derrière. Alors que le médecin il est là pour ça, c'est son métier. Ok, donc toi tu défends l'idée d'un médecin qui peut apporter son savoir et auquel il faut faire, je dirais pas une confiance aveugle, mais en tout cas il faut faire confiance. Il connaît son métier. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, mais pourtant, pour mieux combattre la maladie, c'est quand même le patient qui connaît ce qu'il vit à l'intérieur. Donc finalement, lui donner une liberté, c'est peut-être aussi lui donner la liberté de combattre mieux la maladie, comme le cancer par exemple. Donc, est-ce que finalement, un patient que l'on écoute, un patient qui peut s'exprimer, qui peut proposer peut-être son point de vue, est-ce que ce n'est pas lui donner la liberté, lui aussi, de mieux combattre la maladie? Je dirais que oui. Enfin, après, c'est le but d'un médecin, je pense, d'écouter le patient en face de lui, de dire qu'est-ce qui ne va pas, et que finalement le patient se sente assez bien pour dire ce qui ne va pas chez lui, la maladie, ou même juste définir les symptômes qu'il a. Voilà. Et c'est grâce à ça que le médecin peut savoir, parce que juste venir chez le médecin et ne rien dire, et que le médecin, juste par la tête, essaie de deviner ce qu'on a, c'est un peu difficile, je pense même impossible. Ok, voilà. Donc il doit y avoir une relation privilégiée entre le médecin et son patient. Tout le monde est d'accord pour le dire. Alors toujours pour aller un peu plus loin dans cette réflexion éthique, toujours en lien avec le cancer, qui, on le sait aussi, est une maladie qui emporte toute une série de personnes, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que la personne en fin de vie doit garder son autonomie, sa liberté de choix? En résumé, quelqu'un qui demanderait l'euthanasie, si vous êtes médecin, vous, en 2024, comment réagiriez-vous? Vous estimez qu'il faut lui laisser sa liberté de choix? Ou alors est-ce que pour vous, la vie est quelque chose de sacré pour laquelle on doit se battre? Je dirais que ça dépend le cas. Par exemple, une personne qui a atteint d'un cancer très fort et qui ne peut pas être soignée, qui disent voilà, j'ai assez vécu ma vie et je voudrais partir, je pense que c'est acceptable. Mais une personne juste qui est malade juste tout court et qui dit un jour ou l'autre oui, j'ai envie de partir, je pense pas. Enfin, je dirais c'est du cas par cas à ce stade. Donc il faudra faire une distinction entre les personnes réellement en fin de vie, qui estiment qu'elles ont assez souffert, et les personnes qui peut-être, parce qu'elles font une dépression, qu'elles sont mal dans l'instant présent, elles se disent moi j'aimerais peut-être quitter un peu ce monde. Voilà. Donc il y a une distinction à faire pour toi. Oui. Alors, je sais pas ce que vous en pensez les autres. Alors, oui. Je trouve que si c'est un cas de mort qui est sûr et certaine, on peut lui laisser le choix à cette personne. Mais si c'est comme vous l'avez dit, des personnes qui ont juste une dépression et qui veulent en finir, au lieu d'euthanasier, il faudrait plus se tourner vers des psychologues ou des choses comme ça. Ok, voilà, bah oui. Je pense que vous êtes capable de faire la distinction. Alors,
Une phrase que j'ai reprise dans un texte que j'ai lu pour préparer le café philo, c'est que la vie n'a de sens que si on dispose librement de soi. Est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui où justement on peut disposer librement de soi? Bonne question, hein. Je pense que de toute manière vous y avez déjà un peu répondu. On peut encore pousser un peu la réflexion et se dire que finalement, écoutez-moi bien, la tentation de sacraliser la vie et d'être dans ce qu'on appelle le déni de la mort, est-ce qu'elle ne risque pas d'être une forme de fondamentalisme religieux? Je ne fais pas du tout ici le procès des religions, hein, ce n'est pas le cas, mais on sait autour de nous que être croyant, c'est aussi considérer la vie comme quelque chose de sacré. Est-ce que finalement, la mort n'a pas toujours fait partie de la vie? Quand quelqu'un décède d'une maladie quelconque, il n'y a plus forcément la veillée funèbre qui se faisait à son domicile, il n'y a plus vraiment ce rituel qui se faisait, et le corps est directement, voyez, à la morgue, et puis au crématorium si on le décide, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on accepte encore de voir la mort? Ou plutôt, vous me dites, monsieur, il y a peut-être une forme de déni de la mort, une peur de la mort. Je trouve ça bien qu'avec notre génération, entre guillemets, ça s'est un peu changé. C'est moins sacré. Ok, oui. On est plus dans chacun fait ce qu'il veut. Ok. C'est le choix des gens. Voilà, mais je trouve que ta réponse est vraiment intéressante puisque finalement, tu me dis qu'aujourd'hui, on vit dans une société que l'on pourrait qualifier d'individualiste, où chacun vit avec sa propre vision, sa propre réalité et aussi, on est quand même assez libéral, hein, on peut quand même exprimer nos choix. Bon voilà, donc attention de ne peut-être pas tomber dans l'excès, mais nous ne sommes pas là pour faire de jugement et nous écoutons les avis des uns et des autres. Café philo. Alors, tout faire pour rester en bonne santé, paraître jeune, finalement, est-ce que c'est ça, accepter de vieillir? Pour moi, au contraire, tout ce qui est par rapport à prendre soin de soi, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, être en bonne santé, c'est une chose vraiment importante. Peu importe par rapport à la vieillesse ou pas, ça dépend de l'importance qu'on lui donne. Mais oui. Si on veut vivre longtemps, il faut être en bonne santé. C'est ça. Ok, ça me paraît clair ce que tu dis, donc finalement il faut ménager sa monture si on veut aller loin. Donc j'en viens à te poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'estimez pas qu'on vit dans une société où il y a une espèce de matraquage, où finalement on nous dit qu'il faut tout faire pour, si on veut être heureux, rester un maximum jeune? Ou alors vous estimez que la société de toute manière elle s'en fiche et qu'aujourd'hui être vieux c'est aussi bien qu'être jeune? Juste qu'en général il y a beaucoup de filles plus jeunes qui sont attirées par les hommes plus âgés par rapport à leur argent et inversement des hommes plus jeunes attirés par des femmes plus vieilles pour l'argent. Et comment tu peux expliquer ça? Ils manquent d'argent, ils trouvent des personnes âgées qui eux en ont, donc ils vont d'office essayer d'avoir leur argent. Donc finalement chacun trouve sa place. Ouais, voilà. Allez, question pour les filles quand même, hein. Je sais que vous faites attention à votre apparence, que vous vous maquillez, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas une lutte aujourd'hui contre l'agisme? Il est normal, quand on est une femme, de faire extrêmement attention, ou faire normalement attention à son apparence physique, et à tout faire pour paraître jeune. Chirurgie esthétique, maquillage, régime, etc., etc. Et on en vient à dire, finalement, il n'est pas bon de se montrer malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allez, je t'écoute. Je trouve que le principal, c'est d'être en bonne santé. Par exemple, faire un régime, si on est un peu en surpoids, je trouve ça peut-être normal. Après, que ce soit fille ou garçon, je veux dire, tout sur l'esthétique, je pense pas que c'est forcément bon. Par exemple, je peux comprendre que il faut bien s'habiller, être en bonne tenue pour certaines occasions, mais que ce soit fille ou garçon, je trouve qu'il y a des manières de bien s'habiller pour la société. Par exemple, pour le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, je trouve pas forcément très utile. Je pense que c'est plus pour se montrer qu'autre chose. Après, être en bonne santé, je pense que c'est la priorité. Par exemple, une personne en surpoids qui essaye de faire un régime, oui, pourquoi pas. Mais on le voit souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit homme ou femme, faire des faux régimes alors qu'ils sont hyper baraqués et tout. C'est juste pour se montrer, voilà. Ok. Donc tu nous dis que la société, elle nous vend un peu de la poudre aux yeux et que finalement tout ça est factice et que on va jamais peut-être atteindre cet idéal. Revenons à notre idée de cancer du sein. On pourrait se poser la question, est-ce que le cancer du sein, et là
peut-être plus pour les filles, mais évidemment les garçons ont leur point de vue. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose, une maladie qui touche profondément l'identité féminine en particulier? Ou alors vous estimez que c'est un cancer comme les autres? Personnellement, je trouve que si on est atteinte de cette maladie, vu l'opération qu'on doit faire et si elle est bien faite, la femme perd quand même un bout d'elle-même. Et si l'opération n'est pas bien faite, ça se pourrait bien qu'elle perd son sein pour toujours. Ok. Mais quand tu dis perdre un bout d'elle-même, ça veut dire perdre une partie de sa féminité. Oui. Donc c'est plus qu'un cancer qu'on peut enlever dans une autre partie du corps. Ok. Oui. Donc vous êtes d'accord? Même les garçons l'envisagent comme ça aussi? Écoutez, moi je pense que oui, parce que c'est comme si un homme il perdait sa testicule et deviendrait monocouille. Une femme, elle perd son identité comme un homme s'il perdait sa testicule. Je pense. On sait aussi qu'il y a des garçons qui, malheureusement, peut-être moins fréquemment, peuvent développer un cancer du sein. Et là, j'interpelle les garçons. Comment vivriez-vous, vous, garçons, le fait d'être touché par un cancer du sein? Je sais pas si c'est comme ça, c'est rien y faire. À mes proches, je le dirais à mes proches, mais j'en parlerai pas dans la vie de tous les jours. Ok, donc ce serait également une perte d'identité. C'est ça la différence. Ok. Donc, question voilà, qu'on peut se poser, oui. Est-ce que vous voulez encore réagir? Pas de questions, d'intervention? Voilà, donc merci pour votre participation et au revoir à tout le monde.